Écoute ça. Bonjour Frédéric Fougera, je suis ravi en fait que tu sois dans nos locaux, dans notre nouveau studio de Common Leader. Euh, Est-ce que je me suis posé la question avant de préparer cette émission, s'il fallait te présenter, du fait que tu as quand même une notoriété, une visibilité importante sur les médias sociaux, notamment sur YouTube par rapport à de nombreuses interviews. Et puis je me suis dit que oui, finalement, il fallait le faire, parce que ça permettait en fait de donner un cadre, une vision, et puis structurer finalement donc trois grandes thématiques, parce que Common Leader, en fait, pour tout te dire, c'est un métier, un pouvoir et une responsabilité. Et d'ailleurs, avant de te présenter, ces trois mots-là te font penser à quoi, en fait? Un métier, si je te disais que ça ne me parle pas, je dirais que je te mens, puisque je ne cesse de rappeler que la com est un métier. Absolument. Euh, voilà, une responsabilité, un pouvoir, évidemment, parce que quand on a la chance, l'opportunité, l'honneur, l'occasion de pouvoir prendre la parole, euh, c'est une forme de pouvoir, parce qu'on dit des choses aux autres, on est une parole, on peut être entendu, et une responsabilité, parce que derrière ce pouvoir, il y a forcément une responsabilité, on n'a pas le droit de dire n'importe quoi, on ne peut pas dire, faire n'importe quoi, donc la responsabilité est importante. Et en même temps, on peut aussi faire de très belles choses. J'imagine qu'on va en parler. Oui, absolument, Frédéric. Et du coup, est-ce que tu devais synthétiser le mot communication, est-ce que ça ne serait pas tout simplement le terme d'autorité? Ou est-ce que tu lui donnerais un autre sens? Autorité, j'aime beaucoup ce mot parce que je l'utilise souvent pour dire que le communicant est une autorité et doit faire preuve d'autorité. Je ne sais pas si je, je résumerai la communication derrière ce mot-là. Moi, j'utilise quatre verbes pour résumer la communication, qui sont les verbes valoriser et promouvoir. Peut-être que c'est la communication originelle. Aujourd'hui, j'utilise aussi les verbes protéger et préserver, ce qui s'associe un peu à la communication de crise, mais aussi à l'ère dans laquelle nous vivons, l'ère des polémiques, de l'information tous azimuts, des attaques. J'utilise aussi alors plus pour le dire comme que pour la communication, mais le verbe de décider. Parce que un dire comme, pour moi, ça veut être un décideur. C'est une personne qui est soumise toute la journée à prendre des décisions, à s'engager, parfois en demandant l'autorisation, parfois en partageant, parfois en faisant valider, et parfois en devant assumer. Euh, pour plein de raisons. J'imagine qu'on pourra y revenir, qu'on aura le temps de Oui, développer. on va. Mais voilà, un dire comme ça doit décider, 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 décider 3 fois, 10 fois, 50 fois dans la journée. Donc le communicant, c'est aussi un décideur. Pour rappel, tu as écrit La com est un métier en 2021, le Dico de la com, un dictionnaire de référence sur les mots de la communication, d'où l'importance de la définition des mots pour se comprendre, parce que sinon je pense qu'on aura des soucis. Alors là, ma définition de la communication dans le dictionnaire, elle est un peu longue. Là, j'essaie de synthétiser. Ouais. Un DIRCOM n'est pas un démocrate. Ça, c'est un livre qu'on ne met pas forcément en avant, mais qui a son importance dans le choix de décider à un moment donné. C'est le premier de mes ouvrages sur la communication. Alors, à part le DICO de la com est un métier et un DIRCOM n'est pas un démocrate sont construits de la même façon. En fait, c'est des successions de tribunes où j'aborde un à un différents sujets ou vécus, expériences du quotidien. Les deux ont le titre de tribune qui ont particulièrement fonctionné et que beaucoup de communicants ont soit affiché sur leur porte d'entrée de bureau, sur leur mur. Alors de plus en plus maintenant, on en voit qui en font des stickers géants dans leur service. C'est le cas à l'Institut du Cheval, c'est le cas à la Direction Générale de la Gendarmerie. Enfin, il y a plein d'endroits absolument sidérants où je retrouve mes citations affichées sur. C'est pour ça que je parlais d'autorité, en fait, en quelque sorte. Voilà. Mais parce que ça parle aux gens et parce que ça veut dire quelque chose pour les communicants et ça veut dire c'est aussi des formules qu'ils aiment ou qu'ils ont besoin de partager pour aussi expliquer leur métier, leur positionnement et l'autorité qu'ils doivent avoir et qui parfois peut leur être contestée ou qui parfois fait juste l'objet d'incompréhension ou de méconnaissance. D'où le fait de revenir sur la communication est un métier, en fait. Et de revenir en permanence, sans relâche. Et ça, c'est vrai que ça te colle au bottes, hein, quand même, j'ai l'impression. Oui, je l'avoue, je le dis, en introduction du livre La com est un métier, ce n'est pas moi qui ai inventé ce hashtag. Alors, je ne suis pas certain de qui en est l'auteur et j'ai émis des pistes, mais personne ne l'a revendiqué.
En revanche, assurément, j'en suis un bon promoteur. Exact. Tu as commencé comme producteur-animateur, directeur de la communication de Radio Anguin, puis directeur de cabinet du maire de la communication de la ville de Lagny-sur-Marne, de Nogent-sur-Marne. Politique qui est quelque chose de relativement inné, même si ça peut se travailler, mais enfin, ça ne peut pas s'inventer. Je pense que c'est une des qualités essentielles du communicant. Et donc, cette passerelle était assez logique. Je voudrais juste revenir sur, tu as utilisé le terme de producteur-animateur au tout début de ma carrière. Ouais. C'est exactement ce que j'ai fait. Ça a aujourd'hui des dimensions, ça donne aujourd'hui un sentiment de dimension professionnelle. C'était une fonction extrêmement modeste dans une petite radio naissante. Donc voilà, les mots font mousser, et j'étais même pas payé, parce qu'il n'y avait pas d'argent, il n'y avait pas de budget. Tu es vice-président communication chez Equifarm, chez Altran, d'ailleurs là où on s'est rencontrés pour la première fois. C'est vrai. Très longtemps. C'est vrai. Quelques années. Elior Group, Foncia, puis Emeria. Tu as fondé en 2022 Tenkan Paris. Je prononce bien Tenkan? Parfaitement. Ah, super, merci. Tenkan Paris. Qui est une agence de communication de crise, puis participé en 2023 à la création de l'agence Cogiteur. Tu es membre des comités de mission de Sport Market, c'est plutôt associé à les dimensions sportives. Ouais, Dentsu, alors que c'est général, c'est un univers de télévision à la base. Dentsu, il y a des grosses activités publicitaires, effectivement, télé. D'ailleurs, c'est comme ça que je les ai rencontrés, puisque ça a été une de mes agences pour des campagnes de pub télé, mais pas que. Ils sont vraiment dans la communication, j'aime pas trop le terme 360, mais dans la communication très très large. Dans les deux cas, c'est deux entreprises qui ont décidé ce sont deux entreprises qui sont engagées et qui ont décidé de faire de leur engagement une valeur ajoutée pour leurs collaborateurs, pour leurs prestataires, pour leurs clients, une valeur ajoutée pour recruter, mais une valeur ajoutée qu'ils affirment, qu'ils affichent, mais sur laquelle aussi ils s'engagent, et ils s'engagent à être aussi contrôlés, audités, pour montrer que c'est pas juste de la com, comme on pourrait le dire, c'est pas de la com, c'est de la réalité, et derrière cette réalité, il y a des chiffres, il y a des performances qui sont mesurées, il y a des comment dire, il y a des humains aussi, il y a des obligations, et évidemment il y a des humains. Et du coup, tu parlais 360, en préparant l'émission, je me demandais si finalement le responsable de communication, le communicant n'était pas en fait à un carrefour. 360, effectivement, mais ça représente bien le fait d'être au milieu, en fait, au centre du cercle, en fait, de ces différentes injonctions, finalement, et réponses que le responsable de communication doit trouver. C'est une sorte de passeur et en même temps de révélateur. C'est une subtilité, en fait. On n'imagine pas, c'est un métier, certes, mais c'est quelque chose d'assez fort, finalement, tous les jours. C'est notamment ça, quand je parle du sens politique. Le sens politique, c'est pas seulement une capacité formelle ou informelle à naviguer entre les gens, entre les pouvoirs, entre les autorités. C'est aussi un besoin de révéler son intuition des choses. Il faut qu'elle soit bonne. Une question de vision, une question d'empathie, d'écoute, d'observation pour comprendre les différentes parties prenantes qu'on a autour de soi, les autres autorités, parce qu'on est une autorité dans son domaine de l'entreprise, mais dans une organisation aussi, publique ou privée, mais il y a d'autres autorités, et il faut faire fonctionner l'ensemble de ces autorités pour arriver à mener son propre job, et j'allais dire son propre combat révélateur, une forme de combat. Donc, voilà, donc on est vraiment à un carrefour qui est en partie dans le professionnel, en partie dans l'intime, parce que quand on travaille avec un dirigeant ou une dirigeante, il y a aussi une relation affective, personnelle, très intime. Quand on porte la parole d'une personne, on rentre dans sa peau. Donc, quand on écrit pour une personne, on se met dans sa position. J'ai travaillé pour des hommes, j'ai travaillé pour des femmes, j'ai travaillé pour des gens plus jeunes, pour des gens assez âgés. Évidemment, c'était pas la même. C'était toujours moi, mais derrière eux, c'était toujours moi. Mais c'était pas la même expression, c'était pas les mêmes mots, c'était pas la même énergie d'écriture. Tout ça fait qu'on est effectivement dans une position assez centrale dans un carrefour entre des obligations, des besoins, des personnes, l'humain, la technique, les objectifs, les enjeux, la stratégie, la finance. On pourrait dire, si vous pouvez être positif, c'est que ce mélange, cette coagulation des idées fait sens, et en même temps, il y a une partie caméléon, peut-être. Si on pouvait être peut-être un peu négatif de la fonction, ou pas. Je ne sais pas si c'est une partie négative, d'ailleurs. Oui, d'ailleurs. Mais effectivement, faut être capable de s'adapter, d'être agile, d'évoluer, de changer, de modifier, de se remettre en question. C'est pas le premier mot qui vient forcément à l'esprit, en fait, quand on parle. C'est pour ça que... C'est vrai.
Alors je reviens en fait sur ce parcours. Le conducteur. Je dis que si je veux. Donc tu es membre de la commission, communication de la Ligue, contre le cancer, depuis peu d'ailleurs je crois, hein? Exact, depuis septembre 2022, Mmh. Et président, du comité de communication de la fondation Le Refuge, depuis 2 ans. depuis 2 ans, ouais. Est-ce que, c'est des choix, c'est des combats pour toi en fait, pour dire la vérité? Ou comment ça ou on t'a proposé ça? On est venu vers toi pour ça? Alors on me l'a proposé effectivement, je j'ai pas cassé un carreau pour rentrer, ni à la Ligue contre le cancer, ni à la fondation, Le Mmh. Refuge. Mmh. Mais effectivement, ça correspond à Ouais. des choix d'engagement. Mmh. D'abord, quand on te fait l'honneur de te faire ce genre de proposition, tu y réfléchis. Ouais. Évidemment, tu peux pas tout accepter, tu peux pas t'engager partout, sinon tu risques de ne pas bien le faire. Mmh. Mais voilà, dans ces 2 cas, évidemment, je l'ai accepté. Mmh. Évidemment, j'étais très honoré qu'on pense à moi et je pense que enfin, j'espérais ou j'espère, pouvoir apporter quelque chose et Mmh. être utile et c'est dans ce sens-là que j'ai Mmh. accepté, Mmh. ces 2 missions. Ouais, c'est ce qui te symbolise, en fait, je trouve bien, c'est ce côté, en fait, d'utilité, en fait, du vivre le vivre ensemble, en fait, il est très, très présent, en fait, dans ton aura presque, Bah, finalement. faire les choses pour les faire, ça n'a pas tellement d'intérêt. Est-ce que je peux servir à quelque chose? Est-ce que je peux le faire mieux ou au moins aussi bien que quelqu'un Mmh. d'autre? Si je le fais moins bien, enfin, Mmh. si je suis conscient de ne pas être à la hauteur Tu, d'une mission qu'on me demande, je préfère mmh. que ce soit quelqu'un d'autre qui puisse le faire. C'est un humanisme, en fait, que tu portes en toi et qui ne supporte pas, en fait, toutes ces injustices, quotidiennes et qui souhaiterait que le monde soit plus doux, peut-être, et moins violent. Alors ça, c'est vrai que le côté injustice m'est totalement insupportable Mmh. et l'injustice du plus faible, Mmh. quelque part. Euh, En fait, moi, j'ai pas fait d'études, je suis autodidacte, mais j'avais commencé à faire des études de droit parce que mon intention dans la vie, c'était d'être avocat et j'avais pas envie d'être avocat, fiscaliste ou en droit international. J'avais Mmh. envie de faire du droit social et d'être celui qui accompagne les plus démunis. Mmh. C'est mon côté Robin des Bois. Mmh. Donc d'accompagner, d'aider, d'assister les gens qui n'ont pas les codes, qui n'ont Mmh. pas les moyens, qui n'ont Mmh. pas les connaissances, Mmh. voilà, qui n'ont pas les connexions. Donc ça, j'ai cette fibre-là, c'est évident. Mmh. Donc nécessairement, ça me pousse à me battre pour des sujets qui sont très souvent liés à Mmh. l'injustice. Mmh. Alors l'injustice de la vie, l'injustice humaine, Humaine, plein d'injustices. de santé, Voilà, mais oui, bon, oui, donc oui, c'est un global, en fait, hein. ça vient de C'est pour loin. ça que je te parle de Ça vient l'humanisme, en pas fait. d'un événement ni d'un Mmh. fait particulier, mais Mmh. voilà, c'est plutôt à l'intérieur de moi. Mmh. Je boude. Mmh. Il est insupportable pour moi de voir des gens qui Mmh. soient injustement mis en difficulté Mmh. par la société ou par un groupe. Mmh. Et c'est pour ça que je reviens, tu vois, à cette notion d'autorité et d'humanisme, en fait, parce que on a souvent, en fait, envie de mettre en avant l'utilité de la transformation digitale et mettre l'humain, en fait. Voilà, c'est les deux vocabulaires, finalement, qu'on utilise. Et bon, oui, certainement, il est faux, puisque c'est d'actualité, mais je trouve on reste quand même assez loin finalement, de ce qui nous fait. Et en fait, un être humain est très complexe. D'autant que aussi en fonction de sa culture, de son âge, de ses compétences finalement, il accepte et il renvoie, une image qui est différente, à chaque fois. Et pour moi, en fait, la synthèse que je fais en fait de tes engagements en fait, de ta responsabilité, importante, c'est plus une responsabilité humaine, que tu dégages et c'est peut-être vers là, en fait, où tu vas te transformer aussi toi-même peut-être, parce que l'intérêt de l'être humain, c'est de se transformer positivement jusqu'à la fin, apprendre quelque chose en tout cas, et c'est peut-être aussi ce qui explique que tu as reçu, peut-être, tu vas me le dire, les insignes d'officier de l'Ordre national du mérite en 2015, mais aussi, ceux de chevalier des arts et des lettres en 2016. On les reçoit pas comme ça, en fait, enfin. Alors on les reçoit pas comme ça, j'ai envie de dire oui et non. Je veux pas ni faire mon faux modeste, ni faire mon prétentieux. Il y a des gens éminemment plus méritants qui ne reçoivent jamais rien, et puis d'autres moins méritants qui reçoivent des décorations parce qu'ils étaient au bon moment, parce qu'ils avaient la bonne Mmh. connaissance, parce qu'ils avaient une visibilité que d'autres n'ont pas. Donc je ne sais pas à quel carrefour je me situe. Mmh. Mais voilà, ça c'est difficile à expliquer, c'est quand même aléatoire. C'est un Mmh. immense honneur. Mmh mh. J'en suis très fier. Je porte mes insignes d'officier de l'Ordre national du mérite. Mais voilà, c'est pas un ranking qui permet de dire toi Mmh. t'es meilleur qu'un autre.
il y a beaucoup d'aléatoires et de parts de chance, d'imprévus, de Mmh. rencontres, de connaissances. Donc, apprendre avec le bonheur que Oui, ça représente, ouais, j'imagine. la considération, on est plus ou moins toujours en manque de considération. Donc quand Mmh. on reçoit de l'amour, de la Mmh. considération, Mmh. on est ravi. Il ne faut pas non plus que ça donne le sentiment que tout d'un coup on est au-dessus de la mêlée, qu'on Mmh. serait meilleur ou plus intelligent qu'un autre. C'est assurément pas le cas. Et C'est toujours relatif par rapport à la personne d'à côté de nous. mmh. Mais du coup, il y a une humilité nécessaire finalement aussi peut-être Ça, chacun a son choix, à son son choisir. niveau, Ouais. sa capacité d'humilité. Mmh. On ne peut pas apprécier soi-même Non, c'est vrai. sa propre éventuelle humilité. Et pour revenir sur ta question, oui, le fait de se questionner, moi je suis bourré d'incertitudes. Mmh. Euh, j'ai des expériences, Mmh. j'espère des expertises, Mmh. j'ai réussi des choses, mais est-ce que j'ai réussi une fois? Je ne suis pas certain de le réussir une seconde Mmh. fois. Mmh. Le bon chemin pour avoir abouti à un résultat, bah, ne sera peut-être pas le même Mmh. chemin Mmh. une fois suivante. Et je pense qu'effectivement, le communicant doit être en ébullition permanente Mmh. pour écouter, observer, regarder autour de lui, Mmh. Mmh. comprendre les tendances. Mmh. Mmh. Enfin, les intuitions, elles viennent de l'observation, elles viennent de Mmh. l'écoute, elles viennent de l'attention qu'on porte aux Mmh. autres. Mmh. Elles sortent pas du ventre comme ça. Mmh. C'est bien parce qu'on est ouvert sur le monde il y a des compréhensions et des connexions qui se font. C'est d'où sortent les intuitions, à mon avis. Donc se questionner, avoir des doutes, oui, je pense que C'est ne nécessaire. jamais s'interdire de réfléchir, Mmh. ne jamais s'interdire de penser à quelque chose, et après utiliser justement Mmh. toute son histoire et toute son Mmh. expérience Mmh. pour construire Mmh. et avancer. Mmh. D'être curieux finalement en fait, hein, garder Être curieux, son âme d'enfant. C'est pour ça que je revenais à finalement est-ce que c'est quoi la part de l'enfance en fait dans la construction d'un homme quoi, dans ses contraintes et ses joies. Mais... là, je ne suis pas compétent pour répondre à ce genre non, de non, 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 questions, non, 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 c'est... mais rester enfant, je pense que c'est Mhm, important, mhm. au moins, ne serait-ce que pour pas finir vieux con. Exact. On va essayer. Mais bon, si c'est pour finir jeune con, je sais pas si c'est mieux, mais bon, en tout cas, pas vieux con. On va sans doute parler de l'Afrique et du Japon après, parce que Ça c'est de l'importance, m'intéresse. hein, voilà, voilà, voilà. Mais donc avant de commencer dans le dur, finalement, avant d'entamer ces trois parties, hein, je rappelle le métier, le pouvoir et puis la responsabilité, est-ce que tu as une petite info, bah alors complètement inutile, stupide voire, dont tout le monde se fout, un talent caché ou une passion que tu n'aurais jamais dit d'ailleurs lors d'interviews? Alors, moi, comme je parle beaucoup, je sais pas ce que j'ai pu dire ou pas dire. Mmh. Une info dont tout le monde se fout. Euh, alors, un, je suis gourmand, et Ouais, deux, j'adore faire de la pâtisserie. d'accord. Et t'aimes pas Et le saké? en tout cas, je n'ai pas assez de connaissances de ce qu'est le Mais saké tu vas y venir, tu vas y venir. pour l'apprécier, mais peut-être qu'on va finir par un saké. Et la pâtisserie, et je suis bon en pâtisserie en fait. Ah, Je suis un d'accord. bon pâtissier, et par observation. Alors, on revient à l'enfance, parce que j'avais un père qui était cuisinier, qui faisait beaucoup de pâtisserie. J'avais un oncle qui était pâtissier, et j'ai passé beaucoup de temps avec lui dans son laboratoire à l'observer. Mmh. Et puis un jour, je me suis rendu compte donc, en fait, j'avais des gestes naturels, que Automatique. je mets des D'accord. proportions et que je sais faire des choses sans réaliser que je sais les Mmh. faire. Voilà. Et comme j'aime les faire, j'aime les manger. Voilà. Donc tout le monde s'en fout, j'imagine. Mais en tout cas, voilà, si j'ai un talent caché, c'est peut-être celui de la pâtisserie, avec des limites. Hein. Mais, euh, mais voilà, une certaine facilité. Alors que la pâtisserie, contrairement à la cuisine, c'est assez Ah, c'est précis. scientifique, c'est assez Oui, précis. absolument. Ouais. Et moi, je te fais des choses Alors formidables. justement, tu les fais précisément ou tu les fais un peu comme parce que tu as l'habitude de le faire, un peu comme ça vient en fait? Ben non, je ne fais pas si précisément que ça. Ah, C'est aussi pour ça que je dis que j'ai certaines limites. ouais. Quand quand j'étais vice-président du groupe Elior, Mmh. il y avait un chef. Il y avait beaucoup de chefs. C'était l'entreprise dans laquelle il y avait le plus de chefs. C'était des chefs cuisiniers. Et il y a toujours un chef de l'innovation culinaire qui s'appelle Sylvain Chevalier. J'en profite pour le saluer, avec lequel j'aimais beaucoup déjeuner, prendre du temps et on échangeait et on parlait de nos recettes. Mmh. Et souvent, je lui expliquais ma façon de faire des choses très simples. Et souvent, il Tu te regardes dans hallucinait les en yeux. disant, mais non, on ne peut pas faire comme ça. Mais pourtant, je le fais quand même. J'ai une question sur le métier. Quel a été le moment le plus important dans ta vie professionnelle? C'est très compliqué. D'abord, je suis vieux, donc ma vie professionnelle est longue. Oui. Ça fait 37 ans que je travaille. Mmh. Le moment le plus important, en fait, il y a plein de moments importants, il y a plein de moments avec des émotions fortes.
c'est difficile d'en distinguer un. Peut-être que les moments importants, plus ou moins importants d'ailleurs, parce que c'est peut-être les moments où tu as où tu as un sentiment de changement de dimension, où tu te dis ah ça c'est possible, Mmh. tout à l'heure on parlait de pouvoir, de responsabilité, et de sentir que finalement, de réaliser que tu as un pouvoir ou une Mmh. responsabilité. Mmh. Je peux prendre plusieurs exemples. Par exemple, quand je suis passé du public au privé, Mmh. euh, aucun diplôme, Mmh. j'ai la chance d'avoir du boulot dans le public, je m'épanouis dans le public. Mmh. Il y a un moment, j'ai un peu le sentiment d'avoir fait le Le tour. tout. Euh, Rentrer dans le privé, c'était pas tellement acquis. Mmh. Je ne manquais à personne, Mmh. personne ne Mmh. m'attendait. Mmh. Mmh. Donc là, quand j'ai réussi, quand je suis parvenu à passer du public au privé, je me dis ah bah tiens, c'est possible. Mmh. Certainement, j'ai donné beaucoup de chance à des jeunes, Mmh. notamment en leur donnant des responsabilités importantes ou plus importantes que les responsabilités auxquelles ils pouvaient s'imaginer prétendre à leur âge. Et quelque part, je savais que je participais à, à, à diriger leur destin, que s'ils se saisissaient de l'opportunité Mmh. qu'ils ont quasiment toujours fait. Mmh. Et là, tu te dis, bah, Oui. bah, je peux faire ça, quoi. En fait, je Mmh. peux permettre Mmh. à quelqu'un de très jeune et Mmh. de très compétent, très Mmh. engagé, bah, finalement, Mmh. de prendre lui-même Mmh. une nouvelle Mmh. dimension et de ne Mmh. pas attendre d'avoir un très très long parcours et Mmh. d'avoir franchi forcément toutes les étapes. J'ai un autre exemple qui n'a rien à voir, mais là aussi tu te dis, ah, tiens, c'est possible. C'est quand tu voyages à l'étranger, Mmh. que tu quittes ton hôtel le soir pour te rendre à l'aéroport pour rentrer à Paris, Mmh. et que là tu reçois un coup de fil d'un ministre qui te dit qu'il souhaiterait te rencontrer. Tu t'expliques bah, que malheureusement, oui, j'aurais été très honoré, mais malheureusement c'est pas possible parce que je suis sur le chemin je Du m'apprête retour. à quitter mon hôtel pour me rendre à l'aéroport, et que là on me dit l'avion attendra. Et là, tu dis, mais Effectivement. l'avion attendra, Ouais, ouais. ça veut dire quoi en fait? Mmh. T'en as rien à faire que je prenne un avion, ou tu vas retarder l'avion? Mmh. Et que le ministre t'envoie son escorte, sa voiture de sécurité, Mmh. Mmh. mais empêche l'avion de décoller tant qu'il t'a pas reçu. Et là, tu dis, oh bah tiens, Ah, c'est incroyable, hein. ça c'est Ah possible, oui, ça. Alors, effectivement. bon, Ouais, voilà. ouais. Ça, c'est des moments forts. Ils n'ont Mmh. pas du tout la même dimension, Mmh mh. mais et je raconte souvent cette anecdote aux étudiants que je peux croiser, parce que je leur dis, en fait, vous ne savez pas où votre métier va vous Mmh. emmener. Mmh. Et quand vous commencez à faire de la communication, que ce soit des relations presse, sur le digital, de l'événementiel, peu Mmh. importe, n'oubliez pas Mmh. qu'un jour, il y a un membre d'un gouvernement qui va arrêter un avion de ligne, qui va bloquer un avion de ligne sur Mmh. le tarmac d'un aéroport parce Oui, qu'il c'est a envie de incroyable. faire une photo avec vous, que Mmh. vous lui dédicaciez un livre, d'avoir un échange, et qu'après vous arriverez, vous prendrez votre avion quand lui aura Mmh. décidé que l'avion a le Mmh. droit de décoller. Voilà, Mmh. bon. Ça, c'est des moments forts quand Oui, même. Enfin, en effectivement. tout cas, c'est des Bah, anecdotes qui merci. illustrent à quel point ce métier peut nous faire ou vivre des choses peut-être tellement inimaginables et imprévues. Oui, c'est un métier passionnant, il y a une noblesse et puis il y a un moment dans une des interviews, tu dis aussi que, souvent quand un collaborateur, n'a pas la place qu'il juge, satisfaisante pour lui, il ferait bien de se poser la question de savoir, que lui-même doit prendre le pouvoir aussi. C'est-à-dire qu'il doit, augmenter son espace, il doit utiliser une communication, finalement, et souvent il dit, «Bah non, c'est la faute d'un tel, c'est jamais de sa faute en fait». Et toi, ce que tu Bah, démontres en fait, c'est que c'est la question de l'autorité. ouais. Je pense qu'à tous les niveaux, d'ailleurs, mais à partir du stagiaire, enfin, dès que vous mettez les pieds dans l'entreprise, Mmh. vous avez une autorité. C'est d'abord celle qu'on vous donne. Quand je recrute un stagiaire, je recrute pas une poupée mannequin Mmh. qui va venir décorer le bureau. Je recrute une personne qui va faire quelque chose. Alors, elle vient pour apprendre beaucoup, mais Mmh. elle vient aussi pour donner déjà ce qu'elle Mmh. sait. Mmh. Elle vient pour contribuer, pour participer, pour échanger. Donc, elle doit cette personne doit être consciente de ce qu'elle représente et déjà de l'autorité qu'elle porte. Et plus elle portera d'autorité, je pense, plus elle grandira et Mmh. plus elle Mmh. pourra prendre des responsabilités. Si elle ne prend pas d'autorité, ça peut être le choix de la personne. Il y a des gens qui n'ont pas d'ambition, qui n'ont pas Mmh. d'envie, qui ont juste besoin d'avoir une rémunération, qui n'ont pas forcément, beaucoup d'envergure. Mais encore, là, je n'aime pas ce mot. Mmh. Je retire ce mot parce qu'il y a une part de jugement. Je ne veux pas mettre de jugement. Tout le monde vient avec les raisons qu'il a de venir travailler. Mais si vous utilisez votre autorité et celle qu'on vous donne, mais celle que vous devez aussi porter et assumer, bah, vous pouvez grandir Mmh. et faire de grandes choses, quoi. Faut s'engager en fait, en quelque Et il sorte. faut s'engager. Et je pense qu'en communication, probablement plus que dans certains d'autres Mmh. métiers qui sont peut-être plus techniques ou plus cadrés Mmh. par une technicité, et il Mmh. y a moins de place Mmh. euh, pour, pour faire différemment, je veux dire, innover, inventer, ou en tout cas
pour apporter de sa personne dans Mmh. l'exercice de son travail. Mmh. En communication, c'est vraiment le cas. Mais tout le monde n'en est pas conscient, tout le monde n'en a pas la capacité, tout le monde n'en a pas l'envie. Et je pense souvent, surtout que les gens ne sont pas toujours conscients de ça, Mmh. du plus qu'ils peuvent apporter. Mais cette singularité va aussi faire leur Mmh. valeur professionnelle Mmh. pendant tout leur parcours. Oui, absolument. J'aime bien le terme que tu utilises, c'est un terme que j'utilise beaucoup, le terme singularité, qui est lié sans doute aussi à des questions d'inclusion. Enfin, voilà, on est tous des personnes différentes. C'est vrai que c'est le gros enjeu finalement de nos sociétés modernes, c'est-à-dire de prendre la dimension humaine de chacun, tout en leur faisant rentrer dans cet espace commun pour faire progresser l'entreprise, qui en même temps va leur permettre de progresser eux-mêmes. C'est un cercle vertueux finalement pour c'est du gagnant-gagnant. Bah, ça doit être Ouais, un ouais. bon boulot, c'est du gagnant-gagnant, Mm. pour l'entreprise comme pour le collaborateur. Mais on va stopper là, Frédéric, parce que je pense que la première partie ne pourrait être qu'une première partie pour engager en fait cette première partie qui est la communication est un métier. J'ai écrit en fait la communication produit de l'intelligence, des contenus et de l'émotion au service d'une vision et des objectifs. Alors, pour moi, ce qui est associé directement en fait à la com est un métier, c'est l'importance du contenu. C'est ce que tu as mis vraiment, le contenu est roi. C'est d'ailleurs un deuxième slogan qu'on pourrait afficher. Je crois qu'il est affiché dans beaucoup de bureaux de communication. Mais je vais peut-être aller directement à la fin, sachant que l'intelligence artificielle est dans toutes les têtes. Est-ce que ça ne va pas bouleverser directement le métier de la communication si on demande à quelqu'un de travailler pour soi? En fait, il y a plusieurs façons d'aborder le sujet que tu évoques. Quand je dis que la communication, hein, c'est produire de l'intelligence, en fait, c'est en opposition au fait de produire des outils. Et beaucoup de gens hors de la communication, malheureusement parfois un peu dans la communication, mais surtout les gens, et notamment tes donneurs d'ordre ou les gens que tu peux côtoyer, avec lesquels tu peux avoir à travailler dans une organisation, ne pensent et ne voient la communication que comme un outil, c'est-à-dire que comme les livrables. Alors Mmh. que le livrable, c'est le point final de la chaîne. Mmh. Donc la communication, c'est d'abord produire de l'intelligence, Mmh. et l'intelligence, c'est à partir d'un contenu. Donc c'est une intention de communication Mmh. qui doit servir, si on remonte, une stratégie, l'organisation, l'entreprise, l'organisation publique, l'institution, elle a une stratégie globale. La communication, elle doit venir accompagner, servir cette stratégie avec sa propre vision et son propre façonnage de cette stratégie en une vision de communication, une intention de communication. Et c'est là où j'ai besoin de créer du contenu. Mmh. J'en dispose, j'en crée, j'en invente, j'en fabrique, peu importe. Et à la toute fin, ça passera par des outils. Pour créer ce contenu, aujourd'hui, en plus de l'intelligence réelle, on a la chance, peut-être, enfin, je dis on a la chance Mmh. parce que je pense qu'il faut être positif, on ne peut Mmh. pas lutter contre la technologie, contre les évolutions, Mmh. donc il faut plutôt les prendre et se dire on va faire avec. On a la chance d'avoir l'intelligence artificielle qui, quelque part, est un démultiplicateur de cerveau, mais ça ne remplace pas l'intelligence réelle. Donc c'est une façon d'aller peut-être plus vite, d'aller plus loin, d'aller plus profondément dans certains sujets. C'est une façon de récupérer des archives, de récupérer des données, Mmh. de récupérer peut-être des suggestions, des propositions d'écriture, d'angle. Ça ne fait pas l'intelligence Mmh. réelle. Mmh. Je compare à quand j'étais enfant, quand sont arrivées les calculettes. Tout d'un coup, c'était la panique et les calculettes, il fallait presque les mettre au feu parce que les gens n'allaient plus savoir compter. Aujourd'hui, c'est obligatoire d'avoir sa calculette. Enfin, c'est même plus une calculette, c'est sur un téléphone Mmh. qu'on calcule. Aujourd'hui, dans certains concours, pour certains diplômes, c'est obligatoire d'avoir une calculette parce qu'en fait, c'est l'utilisation du cerveau qui a changé. On ne demande plus aux gens de savoir faire une addition ou une soustraction. On leur demande de savoir faire des opérations extrêmement complexes. Et en fait, c'est leur cerveau réel Mmh. qui doit connaître, comprendre comment on fait ces opérations extrêmement complexes. Et c'est grâce à la calculette qu'ils le font. Et donc finalement, l'intelligence, elle a évolué. Alors oui, peut-être que parfois une soustraction, c'est un peu compliqué. Une soustraction simple est parfois un peu compliquée à faire. Mais par contre, créer un algorithme compliqué, c'est plus facile à faire. Voilà, c'est l'évolution. Je pense que c'est exactement la même chose pour l'intelligence artificielle par rapport à la communication de façon générale et par rapport au contenu aussi, parce que ça, contenus rédactionnels, éditoriaux, mais c'est aussi les contenus visuels, les infographies, les illustrations, les photos. Je pense qu'il y aura toujours on se distinguera et on sera différent et on sera performant parce qu'il y a une intelligence réelle qui est capable de commander, de diriger une intelligence artificielle.
Oui, puis au final, c'est quand même toujours l'humain qui décide, hein. C'est quand même ça l'important. Parce que, C'est mon avis. voilà, on peut demander à une machine de créer d'être innovant, proposer des nouveaux slogans, mais in fine, s'il ne rentre pas dans l'ADN de l'entreprise, ça ne sert à rien. Parce que, et finalement, le problème pour tout. Excuse-moi, je te coupe, la Ouais. machine saura peut-être faire ça, Mm. mais pour savoir le faire, ça veut dire que moi, l'humain, j'aurais dû donner énormément, j'aurais dû briefer la machine en fait, Exactement, pour un utiliser script. des termes de communication. Donc c'est comme briefer une agence. Quand tu te fais accompagner par une agence, un prestataire extérieur, parce que tu n'as pas le temps, parce que tu n'as pas les ressources ou parce que tu n'as pas l'expérience sur un sujet, le travail que cette personne, cette entité extérieure va t'apporter ne va être de qualité que Mm. parce que tu l'auras extrêmement Mm. bien et précisément Mm. briefé. Mm. Bah, l'intelligence artificielle, c'est exactement la même chose. Et c'est pas pour autant qu'elle va remplacer le prestataire extérieur, elle va certainement en remplacer certains, Mm. mais elle va aussi elle va susciter la création Mm. d'autres, Mm. où elle va renforcer les compétences de certains. Mais toi, le donneur d'ordre et le donneur d'ordre au début, le décideur à la fin, c'est parce que tu vas extrêmement bien renseigner et alimenter Mm. ta demande Mm. que le résultat va être satisfaisant ou pas. Du coup, ça veut dire que tu es obligé toujours pour déterminer des insights, en fait, en quelque sorte, d'être en veille. Je n'aime pas forcément ce terme-là, mais tu es obligé d'être en tension dans le pouls de la société, finalement, pour pouvoir mieux répondre. La- En tension, je sais pas, il faut être vivant, il hein. faut être Il faut vivant. être Ouais. vivant, il faut échanger, Mhm. euh, il faut observer. Enfin, on revient sur l'écoute, sur l'observation. Il faut fréquenter des gens différents. Mhm. Mais des gens différents, c'est des gens qui sortent de ton cercle Mhm. intime, des gens qui sortent de ton cercle social, de ton quartier, de ton école, si tu as fait des études, Mhm. de ton histoire. C'est bien de voyager Oui. et d'aller voir un peu partout comment les gens font, comment les gens pensent, comment les gens agissent, comment les gens fonctionnent. Donc, je ne sais pas si c'est une question de tension, mais en tout cas, de curiosité, d'écoute et d'observation. Oui, moi j'adore être. Souvent, on me demande d'où tu tires ton observation, ta création. Mhm. Ben, moi, c'est souvent en étant à la table, en terrasse, à la table d'un café, en voyant passer les gens. Et je vois comment les gens s'habillent, comment les gens ils se Mhm. comportent, Mhm. quels sont leurs codes, Mhm. comment ils se parlent, les mots qu'ils Mhm. utilisent, la tonalité. Mhm. Entre générations, on sent des choses vraiment très Oui, différentes. absolument. Ça donne une vraie idée du monde. Et évidemment, je ne vais pas dans le café qui est au pied de mon immeuble, en bas de chez Mhm. moi, dans mon Mhm. quartier. Mhm. Euh, je le fais Mhm. aussi, mais je vais aussi dans le quartier opposé, dans une autre ville, dans une grande ville, dans une petite ville, dans un village, Mhm. sur une île, dans une grande métropole. Euh, et ça donne une idée de la De la vraie richesse. réalité du Mhm. monde. Mhm. Pour moi, tu as vraiment une attitude d'auteur, hein, d'écrivain. C'est assez troublant parce que, alors, en même temps, variablement, j'écris, donc c'est peut-être aussi pourquoi ça fait son chez moi. Mais par exemple, je dis souvent, j'écris sur un coin de table, simplement parce que tu es dehors. T'as pas besoin de beaucoup d'espace pour écouter, pour entendre, pour observer, pour respirer finalement le monde. Et ça, c'est une vraie empathie. Parce que tu en parles en fait aussi, je ne retrouverai pas forcément la phrase, mais ce que tu dis, c'est que dans une des fonctions, et pour accompagner les collaborateurs, il faut les écouter, il faut être dans l'empathie. Et en même temps, toi, quand un DG, par exemple, ou une marque te demande de l'accompagner en préparation d'une crise, en préparation d'une communication RSE, enfin voilà, pour simplement parler peut-être de l'ADN de la marque, ce qui est important pour que finalement tu aies la confiance aussi de l'ensemble du board, qu'il y ait des expériences, qu'il y ait du vécu. Tu ne peux pas simplement arriver en disant attendez, reprenez la fiche A2, B2 pour votre solution, vous allez voir, ça va le faire. Non, tu as besoin finalement de rentrer en communication finalement, en résonance, ou en tension, ou en réaction, ou en osmose, ou en mélange. Ou en cuisine, en fait, c'est une cuisine, en quelque sorte. On revient à la pâtisserie, tu vas prendre un élément ou l'autre, tu vas prendre l'élément de quelqu'un que tu vas mettre là en disant ah oui, il a dit un truc intéressant, qu'est-ce que vous en pensez? T'es un chef d'orchestre, en fait, en quelque sorte. Mais tu as besoin de cette implication de chacun, en fait. Communiquer, c'est mettre en commun, et c'est créer de la relation. Donc, enfin, je résume en ces deux mots Mhm. ce que tu viens de dire. Mhm. Donc, on ne peut pas arriver en sachant. En Mhm. fait, on ne sait rien. Mhm. On a une expérience, on a Mhm. des pratiques. Mhm. Quand on parle d'expertise, c'est l'expertise. En fait, c'est l'association de ces pratiques, de cette expérience qui va nous permettre de transformer une situation. Mais Mhm. la situation, on ne la connaît pas. On ne connaît Mhm. pas les gens, on ne connaît pas Mhm. leur Mhm. sensibilité, on ne connaît pas l'histoire, on ne connaît pas l'intention. Mhm. Deux situations équivalentes peuvent se traiter de façon très différente parce Mhm. que l'intention n'est pas la même, Mhm. Mhm. l'objectif à atteindre n'est pas le même. Donc ça,
c'est effectivement le rôle du communicant de savoir mettre tout ça, de faire fonctionner tout ça ensemble. Et tu parlais d'empathie. L'empathie, c'est la première qualité d'un manager, dans l'absolu, de tout manager. En tout cas, c'est ma vision du Mmh. management, Mmh. a fortiori d'un communicant. Mmh. Pour ma part, j'ai toujours essayé, on n'a pas utilisé encore ce mot, mais c'est le mot cohérence. Le mot cohérence, pour moi, il est très important, et dans la communication, et dans le management, et dans la conduite de sa propre vie. Donc j'ai toujours essayé d'être cohérent, et cohérent avec ma façon de penser, même si elle peut évoluer, progresser, et ma façon de faire. Donc oui, il m'est déjà arrivé de ne pas pouvoir travailler avec des Mmh. personnes parce que la connexion ne se faisait pas. Mmh. Maintenant, tout à l'heure, on parlait aussi d'autorité. Il faut savoir positionner, donner une juste place à son autorité. Je vais l'illustrer par l'exemple d'une femme politique avec laquelle j'ai travaillé, qui avait une femme formidable, une femme de cœur, une femme très intéressée, touchée par les autres, très humaine, et qui avait une image totalement contraire. Elle paraissait froide, agressive, brutale. Et à la fin de son mandat, fin d'une élection qu'elle a perdue, elle souhaitait réunir l'ensemble du personnel, c'est dans une ville, l'ensemble du personnel municipal pour Mmh. faire un discours de revoir, pour les remercier de tout le travail qui avait été fait. Un travail d'ailleurs formidable qui avait été fait pendant tout son mandat. Donc l'écriture du message a été très facile à faire. Ça faisait un mandat que je travaillais avec elle, c'était très simple. Je m'étais mis donc dans la peau d'une femme, hein, pour écrire. Mmh. C'était très Mmh. simple. Mmh. Je pensais que, en fait, il y avait eu la rencontre ne s'était jamais faite entre elle et le personnel, comme d'ailleurs quelque part peut-être avec une partie de ses électeurs. Et ce dernier discours, elle ne pouvait pas louper Mmh. ce dernier discours, et cette rencontre, elle devait se faire là. Et donc, je lui suggère de finir son discours par « Je vous aime ». Mmh. Et là, quand elle prend connaissance du discours, elle dit « Mais jamais, jamais je dirais ça, c'est hors de question ». Alors, tout le discours lui convenait parfaitement. Mmh. Et là, jamais, jamais, jamais je dirais ça, c'est hors de question. Bon, ben, donc, moi, j'ai fait mon boulot, je lui ai dit ce qui me paraissait, En enfin, cohérence, je en lui ai fait. expliqué le cheminement et ce que je lui suggérais pour la fin. Et donc, arrive le moment de cette intervention. Elle réunit l'ensemble du personnel municipal dans les salons d'honneur de l'hôtel de ville. Donc, le personnel municipal, c'est du personnel d'accueil, c'est du personnel de ménage, c'est des gros musclés des services techniques, c'est tout ce qui peut constituer L'équipe. entre l'administration aux travaux publics, personnel scolaire, parascolaire. Elle fait son discours et elle finit dans une voix complètement tremblotante et prise d'une émotion dingue, et alors dit « Je vous aime ». Ah, c'est Et marrant. là j'ai vu 500, 600 personnes Mmh. en larmes, En larmes, en bien fait. sûr. Et les Mmh. gens se sont dit Mmh. c'est la femme, en Mmh. fait, c'est la femme la plus extraordinaire pour laquelle on Mmh. ait bossé. Mmh. Et Euh, c'est la seule image peut-être qu'ils garderont finalement. et en tout cas, c'est la dernière. Ouais, Donc, ouais. ils garderont une très belle et bonne. Mmh. Ils ont gardé d'ailleurs, parce que les gens continuent d'en parler. Mmh. Continuent d'en parler. Donc là, voilà, c'était sur la question de l'autorité, Mmh. de la Mmh. capacité, de la connexion possible ou pas à avoir avec une personne. Bon, ben là, probablement que dans d'autres situations, je n'aurais pas été suivi. J'ai pas d'exemple, mais ça a dû arriver. Je sais qu'un des secrétaires généraux de l'Élysée a eu ce même vécu avec Jacques Chirac à l'Élysée, où Jacques Chirac n'a pas voulu suivre une recommandation, et certainement aurait-il dû la suivre. Bon, Mmh. moi, dans mon cas, elle l'a suivi tout en m'affirmant qu'elle ne le ferait pas, mais je sais pas, elle a dû probablement la confiance, déjà, Mmh. elle a dû Mmh. avoir la confiance, puis elle a dû sentir le moment. Le moment est, le sens du timing, hein, est très important. Donc, Mmh. tu sens le moment où tu ne le sens pas. Mmh. Elle a dû sentir que c'était le moment. Peut-être qu'il y avait de l'écoute, peut-être qu'il y avait de la bienveillance dans les gens qui l'écoutaient. Mmh. Et que, comme je savais que profondément, elle Mmh. ressentait, Mmh. c'était pas factice. Mmh. C'était pas de la communication faciale facile, comme j'utilise souvent cette formule. Je savais que c'était sincère, qu'elle aimait les gens. Elle aimait les gens. Elle était comme ça. Donc, mais c'était très dur pour elle de le Mmh. dire. Mmh. Et en le disant, voilà, elle est partie, mais comme une grande femme politique, Mmh. alors que c'était pas comme ça qu'elle avait été considérée pendant tout Pendant son mandat. peut-être. Pour moi. Comment tu te ressources en fait? Comment tous les matins tu dis, justement, comment tu vas te dire, tu vas aller prendre un café à 3 stations, et non pas descendre en pyjama au café d'en bas parce que tu es fatigué. Qu'est-ce qui fait bouger en fait un Frédéric Fougin et te rendre toujours.
pétillant, curieux, et plein d'envie pour ce monde, un peu gris, Mais je crois que c'est le titre d'un de mes livres, c'est le goût des autres, en le fait. goût des autres. Moi, j'aime les gens. Moi, j'aime a priori les gens. Et Mm. il y a des personnes qui a priori n'aiment pas les autres, ou qui ont Mm. peur des autres. Moi, j'aime a priori les gens. Après, j'ai besoin de les découvrir. Je vais les apprécier ou pas. Je vais me lier aux personnes ou pas. Mais voilà, j'ai plutôt le goût des autres. Donc j'ai cette tendance à vouloir aller. Mm. J'ai cette tendance facile à vouloir aller sans aucun effort, sans calcul, sans stratégie. Sans frontières, en fait. Voilà, sans frontières, aller vers les autres. Je suis attiré par les gens qui ne me ressemblent pas. Mm. Je suis attiré par les gens beaucoup plus jeunes, Mm. mais aussi par les gens plus âgés. Mais voilà, j'ai pas peur des jeunes. J'ai pas peur de me retrouver dans une situation où je vais pas savoir physiquement comment me Mm. comporter. Euh, je sais pas, avec une personne en fauteuil, en fauteuil roulant, ben, Mm. là, je vais pas me sentir mal à l'aise, ou je vais pas Mm. savoir ne pas comment me comporter. Mm. Je vais pas la caresser comme si c'était un animal domestique. C'est mon ami Michael Jérémias qui fait souvent cette référence. Les Mm. personnes en fauteuil, on les touche, les gens Mm. extérieurs les touchent comme si c'était des animaux Mm. domestiques. Mm. Voilà, je suis pas mal à l'aise. Je me pose pas de questions sur est-ce que je vais utiliser le bon mot, est-ce que je vais être maladroit. Moi, je suis persuadé qu'on peut utiliser. C'est l'intention qui Oui. blesse, Mm. c'est pas les mots. Donc, si les gens ne ressentent pas une mauvaise C'est la façon intention, d'être, en fait, voilà, finalement. c'est une Ouais. façon d'être. Alors que ça ne me demande pas d'effort, Mm. j'ai aucune gloire à en tirer. Mm. En tout cas, moi, je suis attiré par les autres. Et ce qui explique aussi ce goût du voyage. C'est ce que, voilà, c'est ce que j'allais te... Le voyage, c'est aussi pour moi assez salutaire. Ça a été aussi pendant de nombreuses années la seule façon d'arriver à couper Mm. avec le monde professionnel et la Mm. pression. Voilà, partir dans un endroit où il n'y a plus de connexion, où on peut plus être appelé, où on est obligé de tout abandonner à son équipe, et où ton patron ne peut plus rien te demander pendant quelques jours. Tu peux vraiment respirer. Mais c'est aussi une façon de découvrir les gens. Alors, je comprends bien parce que je le pratique aussi, mais est-ce que tu peux pas le faire aussi à 200 kilomètres de Paris, par exemple? En tout cas, à 200 km de Paris, c'est plus difficile de justifier de ne pas répondre à tes mails Oui, ou au c'est vrai, téléphone. c'est vrai, c'est vrai que c'est vrai. Et du coup, Mais pendant de nombreuses années, je me suis rendu au Japon, enfin, à quelques reprises, et notamment à une époque où ils étaient en avance en technologie sur nous. Donc je sais plus le nombre de G qu'ils avaient, mais c'était supérieur au nôtre. Et donc nous, nos téléphones ne fonctionnaient pas mhm. parce on n'avait pas le niveau de nombre de G qui correspondait. Donc voilà, Donc naturellement, de toute façon, allez 15 voilà. jours, 3 semaines au Japon, bah, pendant 3 semaines, plus personne ne pouvait échanger avec toi. Bon, aujourd'hui, c'est plus. Non. J'en reviens et aujourd'hui, c'est plus possible. Tu peux échanger à tout moment. Oui, puis ce qui est intéressant, c'est qu'on a un fantasme sur l'aspect technologique du Japon. Et en réalité, il y a une pratique de l'onsen ou de la convivialité qui est tout différent de l'Europe. Tu vas beaucoup évidemment aussi en Afrique, on te surnomme même l'Africain, alors j'aurais des explications pour ça. Moi, on me surnomme le Japonais, tu vois, Ah, donc voilà. Mais non, konnichiwa. Konnichiwa. J'ai même acheté. Non, ce que je veux dire, c'est que euh, moi, ce qui m'étonne le plus quand on va à l'étranger, c'est que finalement, on devrait comprendre et utiliser, comment dirais-je, la façon, l'organisation positive en fait des sociétés euh, pour améliorer notre vivre ensemble ici. Que finalement, on se rend compte que dans des pays, c'est pratiqué depuis une quinzaine d'années, sans forcément se poser des milliards de questions. Est-ce que le voyage, finalement, n'est pas la meilleure source du renouveau, de l'écoute à l'autre et de l'acceptation de l'autre, surtout, et surtout de se dire qu'on n'est pas les centres du monde et qu'on peut ne pas avoir raison tout le temps et tous les jours. Est-ce que c'est simplement, pour revenir à la fonction même du responsable de communication, du communicant, cette humilité, en fait, est une nécessité, comme finalement, non pas une faiblesse, mais comme un garde-fou et comme une force extraordinaire, en fait, pour absorber aussi bien la lumière que l'ombre de l'autre, pour pouvoir la mélanger et pour pouvoir la retraduire sous forme d'éducation, sous forme de bonheur, sous forme d'action, d'utilité, puisqu'il y a quand même des choses qu'on doit faire au niveau de l'inclusivité, au niveau sociétal, au niveau de la responsabilité environnementale. Il y a du boulot, mais que sans finalement ces espaces sans communication, on ne pourrait pas finalement revenir avec des nouvelles idées, et des nouvelles idées qui sont finalement acceptables et compréhensibles par l'autre. Parce que c'est surtout ça.
On peut avoir de très bonnes idées, seulement si on les propose à un mauvais moment, et si elles ne sont pas acceptées par le récepteur, tous les problèmes des marques sur leur problématique de RSE, c'est que la question, c'est pas comment on communique, c'est comment c'est reçu en fait par le consommateur. C'est la plus grande question en vérité. Donc du coup, toi, en fait, la question c'était qui t'écoute. En fait, c'est toi-même. En fait, tu décides de t'écouter toi-même en mettant de la distance par rapport aux autres pour pouvoir respirer. C'est ça l'idée en fait. Et qu'est-ce que t'a apporté l'Afrique par rapport à cette respiration que ne t'a pas apporté la France? Et qu'est-ce que t'a apporté le Japon que ne t'a pas apporté l'Afrique, par exemple? J'ai beaucoup d'amis africains. Et alors, encore une fois, c'est pas un hasard, c'est parce que je suis allé à leur rencontre, ils sont venus à la Mmh. mienne, et parce que et je suis sorti de mes cercles. Mmh. C'était pas du point de vue professionnel au début, en fait, si tu as été en Afrique. Un petit peu, tu as été Si invité, c'est si? très lié, c'est très lié au professionnel, notamment parce que j'ai toujours beaucoup œuvré pour qu'il y ait une très grande diversité dans mes équipes. Mmh. Donc je me suis forcément retrouvé avec un certain nombre de collaborateurs euh, historiquement ou nationalement africains. Mmh. Euh, donc évidemment, ça crée des connexions, ça crée des intérêts, ça crée des échanges, des façons différentes de penser, de voir, des rythmes différents de Mmh. travail, une, une approche de la priorité qui peut être différente. Donc voilà, tout ça t'embarque et tout ça t'amène à t'intéresser notamment à ce continent et notamment à la vision très caricaturale qu'on a de ce continent. Euh, et plus je rentre dans ce continent, plus je suis effrayé des images caricaturales qu'on peut avoir. Alors je dis pas que eux n'ont pas des images caricaturales de nous, Mmh. mais ça je m'en fous. C'est notre ou ma et notre mauvaise vision qu'on peut avoir des gens ou de pays qui m'importent. Il se trouve ensuite que les réseaux sociaux m'ont donné de très fortes communautés dans les Mmh. pays francophones Mmh. africains. Mmh. Donc là, ça a créé énormément de relations et c'est ce qui a suscité beaucoup de voyages, des connaissances, des connexions, des déplacements, des conférences. Donc voilà, le Japon c'est un peu différent parce que ça part en fait à l'origine d'une pratique des arts martiaux et de l'aïkido. Mmh. Et c'est de ces pratiques que j'ai tiré le nom Tenkan Ok. Paris Mmh. pour mon agence de communication. Là c'était plutôt l'attirance par l'aspect exotique. Et derrière le mot exotique, je mets juste le mot différent. Parce Mmh. que pour moi, une des villes les plus exotiques, par exemple, c'est Londres. Donc, Mmh. il n'y a pas besoin d'aller très Ah oui, loin. j'aurais pas donné mon. Mmh. Bah quand même, c'est quand même très Mmh. exotique, Londres. Mmh. Mais voilà. Et donc, là où il y a une culture et des pratiques qui sont tellement différentes des nôtres que ça nous perturbe en ce qui me concerne, je touche le micro, ça va faire du bruit. En ce qui me concerne, ça me perturbe en bien, mais ça Mmh. remet en cause, et comme tu disais, ça permet de mieux considérer les autres et de mieux aussi se repositionner dans le monde, Mmh. parce Mmh. qu'on n'est pas le centre du monde. Mmh. Frédéric, merci pour cette partie métier. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour. On va passer maintenant à la deuxième partie de l'émission qui est la communication est un pouvoir. Bon, Frédéric, après un métier, on va passer au pouvoir, au super pouvoir, moi je dirais. Parce que finalement, comme on l'a vu, c'est vrai que sans pouvoir, on ne peut pas faire grand-chose. C'est lié aussi à l'autorité, mais pour toi, en fait, le pouvoir a une connotation un peu particulière que tu as écrit d'ailleurs dans un livre. Hein. Un DIRCOM n'est pas un démocrate. D'ailleurs, du coup, je vais te citer. La communication n'est pas la véritable zone d'ajustement de l'inorganisation des autres. C'est pas la variable d'ajustement de l'inorganisation des autres. Merci Et Frédéric. ça parle à beaucoup de communicants. Alors, il y a deux questions. Il y a la question de ne pas être un démocrate et il y a cette question de variable d'ajustement. De ne pas être un démocrate, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est un dictateur. C'est souvent la question, on me dit, Mmh. alors ça veut dire quoi un dire comme c'est Mmh. dictateur? D'user Non. son pouvoir finalement. Mais un dire comme, son boulot, ce n'est pas de chercher à faire plaisir aux gens. Mmh. Son boulot, c'est de servir des objectifs. Il a une intention de communication, il a des objectifs, il doit les servir. Mmh. Donc ce n'est pas de faire plaisir et de faire plaisir au plus grand nombre. Si on doit créer une marque ou faire évoluer une marque, euh, peu importe qu'elle soit rouge, qu'elle soit verte, qu'elle soit bleue, Mmh. on n'en a rien à foutre de savoir si j'aime le rouge ou si j'aime le bleu. Mmh. C'est est-ce que la couleur, la tonalité, les codes couleurs, l'identité qu'on va choisir va contribuer à servir les objectifs qu'on s'est fixés. Donc, en ce sens qu'un DIRCOM n'est pas un démocrate, il est là pour fédérer, oui, mais il n'est pas là pour faire de la démocratie Mmh. participative. Mmh. C'est
avec des gens qui n'ont pas connaissance des enjeux, qui n'ont pas la vision du sujet, qui n'ont pas l'expertise du communicant. Et ta deuxième question était sur le fait que la communication ne soit pas la variable d'ajustement de l'inorganisation des autres. Cette formule qui me colle à la peau, le jour où je l'ai produite, je ne savais pas qu'elle aurait une vie aussi durable. Ça, c'est pour rappeler que quand des gens viennent expliquer à un service com ou à une attachée de presse, par exemple, ou un attaché de presse, un vendredi à 16 h qu'il faut faire un communiqué de presse pour le lundi matin à 8 h, Ouais, c'est pas possible. parce que c'est très important, c'est un sujet très important, c'est primordial pour l'entreprise, ça fait 6 mois qu'on travaille sur le sujet. Bah là, non. Parce que si ça fait 6 mois qu'on travaille sur le sujet, c'est-à-dire que ça fait en fait 6 mois qu'on aurait dû associer la com, et notamment le chargé des relations presse pour faire un communiqué de presse, pour connaître ce sujet, pour le comprendre, pour l'appréhender, pour savoir comment le retranscrire, pour en faire un contenu utile pour des journalistes, pour avoir des personnes qui vont pouvoir être interviewées pour venir compléter la communication de presse. Donc peut-être faire un dossier de presse parce qu'un communiqué ne va pas être suffisant, peut-être organiser un événement parce qu'il va falloir montrer quelque chose, avoir des illustrations à disposition. Donc on n'est pas des magiciens qui en quelques heures, et souvent le week-end, entre le vendredi et le lundi matin, allons pouvoir tout d'un coup faire des miracles pour promouvoir ce qui serait supposé être un des sujets les plus importants de l'année, un des plus stratégiques, un des plus business, et où on a oublié d'associer la com depuis le début. Donc non, on n'est pas la variable d'ajustement de l'inorganisation des autres, on fait partie du processus, on doit être intégré comme tel. C'est une vraie faute professionnelle de ne pas intégrer la communication dès le début, dès le process, dès les premières actions, réflexions et travaux d'un sujet sur lequel on sera amené à communiquer. D'ailleurs, c'est même la communication qui, en étant associée à des travaux, va pouvoir déterminer et proposer qu'on communique ou pas, parce qu'on ne peut pas communiquer sur tout, et tout n'est pas un sujet à communication. Alors peut-être une partie va être sujet de la communication interne, une autre de la communication presse, et c'est à la communication d'en décider, et c'est pas à celui ou celle qui mène un projet, à la fin de son projet, une fois que tout est bien ficelé et qu'il est prêt à partir en week-end, de venir dire à la com, mais maintenant il faut communiquer. Ben, en fait, on ne sait pas s'il faut communiquer. Peut-être, probablement, Déjà, il faut se poser la question. Ouais. mais déjà, faut-il se poser la question. Et si on se pose la question, c'est avec quelle intention, c'est pourquoi je communique, quelle histoire j'ai racontée et à qui. Et en principe, ton donneur d'ordre à l'intérieur de l'entreprise, ça, il ne pose absolument pas ce genre de questions. Il a juste, en fait, il a bien travaillé, et il s'est beaucoup donné, il a peut-être dépensé beaucoup d'argent. Pour lui, c'est le moment. Et il se dit maintenant eh ben, il faut valoriser ça. Oui, mais valoriser pourquoi? Ça, c'est le boulot du communicant, mais pas last minute. Et c'est pour ça peut-être qu'on les consommateurs ou même les collaborateurs, des fois, ils disent bon, c'est juste de la com, quoi. En fait, il y a deux façons d'entendre, c'est juste de la com. Il y a celui qui voudrait que tu communiques pour lui et qui dit bah, c'est pas grand-chose, tu as juste à faire un petit. Souvent, il y a le mot petit associé pour essayer de justifier que ça serait pas du travail. Hein. Donc, tu as juste à faire un petit communiqué, tu as juste à me faire un petit événement, tu as juste à me faire une petite vidéo. Hein. Les vidéos, c'est le livrable magique. Hein. Il y aura une vidéo, tout serait résolu. Donc là, c'est là où on peut. C'est juste de la com, c'est pas un métier, c'est pas du boulot, c'est juste de la com. Il y a aussi après le juste de la com quand on le reçoit, parce que ce serait une mauvaise communication. Et là, c'est une façon de mépriser ou de dénigrer un sujet en ne le voyant que sous un angle de communication et qui serait une mauvaise communication. Il y a ces deux aspects-là, mais qui sont jamais glorieux et qui ne respectent jamais finalement le travail du communicant. Et donc, du coup, si tu devais t'identifier à un super-héros, ou si les autres d'ailleurs devaient t'identifier à un super-héros, d'une série par exemple, ça serait quoi en fait ton licorne préféré? Alors, je pense que je ne m'illustrerai pas à un super-héros, je ne m'aventurerai pas à ça. Et là, j'ai un exemple qui me vient en tête, mais alors bon, si les autres m'identifient à ce personnage, bon, ben, ça sera drôle, hein, ça sera comme ça. Non, mais en série télé, les communicants en série télé, c'est souvent des communicants politiques. Parce que la communication plus corporate, elle n'est pas très, visible en télévision, j'allais dire, elle n'est pas instagrammable. Enfin, tu m'as compris. Moi, je pense tu as utilisé le mot série, je pense à la série Absolutely Fabulous. Fabulous, une série de la BBC du début des années 90, écrite par deux super comiques de la BBC, alors il faut aimer l'humour anglais, que sont Jennifer Sanders et Dawn French, jouée par Jennifer Sanders et Joanna Lumley
peur d'aide de Chapeau-melon en botte de cuir. Mmh. Et en fait, c'est l'histoire de deux personnages, donc une patronne d'une agence de relations publiques et une rédactrice de mode. Et cette patronne d'agence de relations publiques, qui est complètement loufoque, qui est décalée, déconnectée, et donc qui est présentée Borderline comme un la peu? caricature, oui, plus que borderline, Mmh. parce elle se drogue, elle picole, elle éduque mal ses enfants, elle a une vie la plus dissolue possible. Reste, donc derrière cette caricature folle, reste qu'on a un personnage qui a le sens de la communication. Mmh. Elle a le sens du moment, elle a le Mmh. sens de la formule, Mmh. elle a le sens politique. Et on peut avoir une lecture moins folle et déjantée de ce qui est présenté, parce que Mmh. derrière, il y a du fond. Et je pense que c'est la qualité. Les Britanniques ont cette grande qualité, et notamment dans l'humour. C'est très, très, très Ouais, travaillé. corrosif, ouais. Et pour avoir créé ces deux personnages complètement loufoques, il y a énormément de travail pour, je pense, pour comprendre ce que sont justement, ce qu'est une agence de relations Mmh. presse, ce que sont les rédacteurs, donc quelque part ce que sont nos métiers. Peut-être que je vais un peu surprendre en sortant cet exemple-là, mais je pense qu'il mérite d'être revu ou repensé avec cette vraie vision métier qu'il y a derrière ces deux filles qui sont complètement cinglées. Oui, puis ce que je trouve intéressant, c'est le terme que j'ai retenu aussi, c'est le terme politique. C'est-à-dire que tu associes en fait la communication à l'univers du politique, en fait, Bah, au sens au sens politique. politique, pas l'univers politique dans le sens politicien du terme, Oui, oui. mais le sens politique. La politique, c'est de la communication, hein. Mmh. Les bons politiques, ce sont des grands communicants. Mmh. Donc Mmh. c'est encore une fois mettre en commun, créer de la relation. C'est ça, avoir quand même la capacité à comprendre son auditoire, à comprendre ses électeurs, ses citoyens, à arriver à les servir, donc en leur apportant ce qu'ils veulent. Alors quand on répond trop à la volonté, on peut basculer dans le populisme Mmh. et donc ne plus avoir le sens des responsabilités ou de l'intérêt général, mais juste du populaire et de juste faire plaisir. Mmh. Mais après, donc c'est là, il y a une juste mesure à trouver. Mais oui, le sens politique, pour moi, il est primordial pour le communicant et évidemment pour le politique. Et du coup, la question des fake news, en fait, Frédéric, quand on est communicant, c'est un problème. Ouais, C'est... c'est un gros, vrai sujet, grosse interrogation Mmh. pour lequel j'ai peu de réponse en fait, hein. Mmh. Mmh. Euh, C'est du cas par c'est une cas, forme, ouais, pour moi, une fake news, c'est une forme de. Aujourd'hui, j'aborde le sujet de la fake news comme une communication de crise, Mmh. c'est-à-dire un sujet à prendre à part et à traiter à part. Il n'y a pas de réponse toute faite, il n'y a pas de formule toute faite, mais il y a beaucoup de responsabilités, par contre. Mmh. Euh, et là, c'est là où je pense que les journalistes peuvent redorer leur image et reprendre de l'autorité. Mais faut-il que le public leur redonne cette Mmh. autorité pour Mmh. que la parole d'un journaliste ait du poids qu'elle a été beaucoup perdue ces dernières années. Que, par exemple, notre société ou les marques n'ont pas justement besoin d'un recul nécessaire qui fait qu'il y a un temps pour la communication et dire en fait les enjeux de la marque, mais il y a surtout le temps le plus important, le temps long, sur qu'est-ce qu'on veut dire et comment en fait on fait venir les consommateurs, les collaborateurs sur ce bateau en fait pour que l'esprit de collab- collaboratif finalement prenne et pour que finalement le consommateur aussi, par rapport à des fake news qui seront de plus en plus nombreuses, se dise, bon, moi la marque elle m'a dit que sur 1 ou 2 ans ou 3 ans elle allait faire ça, c'est normal, elle ne peut pas changer sa ligne de production, il y a des silos, tout ça c'est compliqué, mais je l'ai compris, je l'ai entendu, je l'accepte. Et puis bah, j'ai toujours une confiance envers cette marque parce qu'elle me produit du rêve, parce que j'aime la qualité de ses produits, parce que c'est utile, j'ai un usage. Est-ce que finalement, cette problématique des fake news n'est pas finalement une fausse problématique dans l'idée qu'on a de la réputation en disant on parle peut-être mal de moi, mais on parle de moi. Ah, tu m'embarques dans plein de sujets. Ouais, Je exactement. vais essayer de cadrer ma réponse. Sur celle de la marque, je pense que la marque, elle doit être honnête et transparente. Et surtout en recherche de cohérence. C'est ce qui participe peut-être pas à faire une love brand, c'est un stade supplémentaire, mais en tout cas qu'une marque soit respectée, reconnue, écoutée, je pense qu'il y a besoin de cohérence. J'explique souvent dans mes interventions sur la communication de crise, par exemple, que les marques ne sont attaquées par des activistes pas pour leurs erreurs ou leurs mauvais agissements, mais plutôt par leur manque de cohérence. Mmh. Si tu prétends que tu es très vertueux sur un sujet et qu'en réalité tu ne l'es pas, alors C'est on pas vient ça. t'attaquer.
Maintenant, si tu es une marque euh, qui, par ton activité, génère de la pollution, Mmh. mais d'une part que tu peux l'expliquer, d'autre part que tu peux montrer que tu travailles à la réduire et que tu tires des enseignements de ce qui est fait pour t'améliorer, alors tu vas pas ou être peu Mmh mh. attaqué. En Mmh. revanche, si tu prétends être le moins pollueur de la planète et qu'en fait tu es le Tu plus l'es. pollueur, Mmh. alors là, tu vas te faire dégommer. Ça, c'était sur le premier aspect. Alors, ça m'a fait oublier et le deuxième aspect, c'était la question des fake news. Et tu disais que tu ne voulais pas critiquer les télévisions. Moi, je mets en cause régulièrement la Mmh. responsabilité des médias qui ont cette responsabilité, ce pouvoir dont on parle, qui est très fort. Je suis désolé. Oui, on peut avoir besoin de débats. Oui, c'est intéressant, mais avec des gens qui ont une utilité Mmh. et quelque chose à apporter. Mmh. Quand on donne la parole à n'importe quelle personne, à commencer par des gens qui n'ont pas de connaissances ou de Mmh. compétences d'un Mmh. sujet Mmh. et qui viennent juste exprimer un avis, Un une avis, émotion, ouais, ouais, donc absolument. un ressenti personnel, ça n'a aucune valeur. Mmh. J'ai la chance d'être régulièrement euh, invité dans les médias. J'ai aussi régulièrement l'occasion de refuser de venir m'exprimer sur un sujet parce que je n'ai aucune compétence pour m'exprimer sur ce sujet. Et donc, il ne faut pas être non plus à la Mmh. recherche Mmh. d'une exposition, d'une visibilité, alors qu'on n'a rien à dire ou Mmh. rien de pertinent. Mmh. Moi, enfin, j'ai pas envie de m'exposer outre mesure. J'ai pas envie de me ridiculiser en étant incapable de répondre à un sujet sur lequel je n'ai rien à apporter, je n'ai aucune expertise. Et je n'ai pas non plus envie de participer à cette irresponsabilité où finalement on vient juste pour faire du bruit et pour Mmh. partager une émotion personnelle. Moi, je partage pas. Mon métier, c'est la communication. C'est ce pourquoi on me reconnaît et on m'accorde un certain crédit. Donc, je ne viens pas pour faire de la politique. Je ne viens pas pour donner mes avis personnels, encore moins. Mmh. Je viens pour m'exprimer sous un angle de communicant, avec apporter une vision de communicant. Alors parfois c'est un peu compliqué, surtout quand une émission est programmée Mmh. longtemps à l'avance pour venir décrypter Tout à fait. l'actualité sous un angle de communication, puis ce jour-là, il n'y a que des faits divers. Mmh. J'essaye de rester à ma place. Je pense que c'est ma responsabilité. Donc la responsabilité de celui à qui on tend le micro, mais c'est aussi la responsabilité de celui qui tend le micro, qui doit veiller à le tendre à des personnes non pas qui vont faire le buzz et qui vont assurer Qui veut la plus se forte servir. audience Mmh. parce qu'ils vont être extrêmement clivants, Mmh. parce qu'ils vont venir politiser ou tout conflictualiser, mais parce qu'ils vont apporter une part d'intelligence, si on peut dire ça, Mmh. si je peux avoir cette prétention, une Mmh. part d'intelligence sur un sujet qu'ils connaissent ou qu'ils maîtrisent. Donc pour moi, la différence entre contribuer à l'information Mmh. et venir et contribuer à l'émotion. Et les fake news, elles sont dans la partie, c'est de la fausse information et c'est souvent lié à l'émotion. On cherche à susciter une émotion, volontairement ou involontairement. Mais en fait, souvent la fake news, elle est créée pour venir justifier ton discours ou ta pensée. Mmh. Donc comme les faits ne servent pas à la réalité, on transforme ou on invente des faits pour que ce qui est ton émotion, tu puisses l'illustrer par un fait qui est faux. Là, je suis désolé, mais les médias ont une très forte responsabilité. Et du coup, est-ce que cette notion d'influence est pas liée à quelque chose finalement de négatif par rapport au terme de la communication? Je m'entends, c'est-à-dire qu'un journaliste, par exemple, il va peut-être s'intéresser au sujet des médias sociaux les plus retweetés, relikés, voilà, sous forme d'inside, et on va se dire, bah, tiens, c'est ce sujet-là qui intéresse finalement les lecteurs, les consommateurs, les concitoyens, les citoyens, tout ce qu'on veut. Et c'est un sujet important, alors qu'en fait, en réalité, ça ne l'est pas. Et donc, c'est vrai que le pouvoir, finalement, ou la responsabilité du journaliste, n'est-elle pas de revenir sur des sujets qui font sens et qui font du commun, et donc qui ne sont pas des sujets d'influence, mais des sujets de communication. Tu as raison, et là tu abordes la notion de l'influence sous son pire aspect. Et je vois, je note que c'est de plus en plus relevé. Je ne suis pas certain que ça change, Mmh. mais c'est de plus en plus relevé sur le fait que le poids du bruit médiatique qu'on rencontre sur les réseaux sociaux n'est pas conforme à la réalité. Mmh. Et ne s'inspirer et ne s'alimenter que du volume sonore qu'il y a Mmh. sur les réseaux sociaux, c'est complètement transformer, modifier la réalité, et ça participe à une désinformation, si ce n'est à des fake news, en tout cas à une forme de désinformation. Les journalistes y sont sensibles, ou devraient y être encore Mmh. plus sensibles, de ne pas uniquement s'informer. On accuse beaucoup les journalistes parisiens, parce en province, en région, les gens vivent plus la réalité de ce qui se passe. Dans des grandes zones urbaines, c'est un peu plus compliqué. Mais voilà,
les réseaux sociaux, c'est une loupe sur certains sujets, Mmh. et ces sujets ne représentent pas forcément la réalité ni de ce que pense la majorité des gens, ni des inquiétudes ou des espoirs. C'est souvent très caricatural. Très caricatural. Et donc là, c'est une irresponsabilité du journaliste que d'en faire parfois un sujet à la une d'un JT ou à la une d'un journal, parce que tout d'un coup, X personnes, parce qu'un sujet monte Mmh. en première position sur Twitter ou sur un autre réseau. Et du coup, c'est vrai aussi que tu interviens, parce que tu interviens surtout en gestion de crise. Et du coup, faut-il tout le temps intervenir ou pas? Enfin, c'est ton métier, là, par contre. Donc, c'est quoi les bonnes pratiques, en fait? Là, on revient sur mon cœur de métier. Ouais. Mais il n'y a pas de réponse en communication de crise, il n'y a pas de réponse toute faite, il n'y a pas de formule toute faite. La seule chose qui compte, d'essayer de maîtriser sa communication. Alors, on la maîtrise en essayant d'anticiper les situations. Il y a beaucoup de crises qui peuvent s'anticiper. Je travaille sur beaucoup de crises qui, finalement, n'auront jamais d'ouverture publique. Mm. Ça peut paraître surprenant, mais c'est un peu comme un système d'assurance, hein. On s'assure pour des Des crises à venir risques, qui ne viennent pas. et des risques qui ne se produisent pas, et Mm. heureusement. Et puis il y a des crises qui surgissent, on ne peut pas s'y attendre, Mm. elle est accidentelle, elle est Mm. absolument imprévue. Donc ça, c'est la nuance, entre les deux. Après, il faut maîtriser sa communication. Maîtriser sa communication, c'est est-ce que je prends la parole ou est-ce que je ne la prends pas? Mm. Est-ce que je la prends tout de suite ou est-ce que je la prends plus tard? Mm. Est-ce que c'est moi qui prends la parole? Est-ce que c'est une autre personne qui prend la parole? Évidemment, qu'est-ce que je vais avoir à dire? Est-ce que j'ai des informations? Est-ce que je dispose d'informations tout de suite? Est-ce que j'ai besoin de temps pour m'alimenter et de comprendre la crise que je vis? Quand une crise est accidentelle, souvent, vous n'avez pas d'éléments de langage, mais même pas d'informations. Donc il vous faut du temps pour construire. Donc vraiment, chaque situation fait preuve d'une vision, d'une observation et d'une construction différente. Donc pour revenir à ta question directe, c'est oui, il faut agir. Je pense que oui, il faut plutôt communiquer, mais éventuellement communiquer, c'est ne rien dire. Enfin, peut être ne rien dire. Peut-être, Ou attendre. Il y a beaucoup de crises, notamment sur les réseaux sociaux, puisqu'on en parlait, où en fait, la sagesse est de voir si le bruit médiatique prend ou ne prend pas. Et c'est rarement lié à l'importance ou à la gravité de la crise. J'ai eu des crises extrêmement graves qui n'ont pas du tout fait de bruit, et puis des crises tout à fait anecdotiques qui ont pris une ampleur et qui ont explosé d'une façon très violente sur le réseau. Et donc ça, c'est aussi ça fait partie des décisions. On a commencé en parlant de décisions et de décideurs. C'est la décision du DIRCOM à un moment de dire pour le moment on ne communique pas, et puis en fonction de l'évolution et de la tonalité aussi de l'évolution, du volume, de la rapidité ou plus ou moins importante que peut avoir le bruit médiatique, de dire il y a un moment il faut prendre une position, il y a un moment il faut commencer à répondre, il y a un moment il faut commencer à s'affirmer. Et donc chaque cas est différent. Ou un DIRCOM, c'est un ensemble, c'est un tout, c'est une cohérence. C'est le mot peut-être qui revient le plus souvent chez toi. C'est donc une responsabilité. Une responsabilité, en fait, j'aimerais que tu la définisses, parce qu'elle me paraît non pas lourde de sens, mais impliquant ou impliquante. La chose suivante, n'est pas communicant ou communicante celui ou celle qui parle le plus fort, mais celui ou celle qui sait convaincre, et parfois même se taire. C'est un peu la conclusion de la partie... Ça reboucle sur la partie communication de crise, effectivement. Alors, mais la responsabilité, c'est ce qui te fait marcher, peut-être? C'est ce qui anime le mouvement de cette communication globale? Ça serait quoi, en fait, ta définition? Alors oui, peut-être que ça me fait marcher, mais certainement, et ce qui est certain, c'est que le communicant ne se rend pas toujours compte, à travers son action, en fait, sa responsabilité, le lien entre sa responsabilité et son pouvoir est énorme. Quand je fais le choix de montrer, d'illustrer une situation, en fait, s'offre à moi toutes les possibilités de le faire. Quand je veux montrer des clients ou des collaborateurs, qu'il s'agisse par exemple, une campagne de recrutement, ou de la communication interne, ou une communication client, est-ce que je montre la société telle qu'elle est en réalité, avec des gens beaux, des gens moches, avec des grands, des petits, des gros, des minces, des gens blancs, des gens noirs, des gens debout, des gens en fauteuil? Est-ce que j'utilise des banques d'images américaines avec des gens qui n'ont même pas les mêmes mâchoires que nous,
européens, qui sont tous blancs et qui sont tous beaux et souriants. Est-ce que voilà, est-ce que ça c'est une responsabilité terrible parce que tout d'un coup je donne envie à des gens ou pas de venir, je permets à des gens de se retrouver, d'avoir en face d'eux une image qui leur correspond. Il m'est arrivé d'accueillir une candidate dans un bâtiment qui est tout près d'ici d'ailleurs, c'est il y a quelques années, et la candidate me dit, alors je lui demande pourquoi pourquoi elle a postulé, donc elle me répond pas immédiatement, puis elle monte dans l'ascenseur, puis elle me fait, oh c'est incroyable, on dirait la vraie vie ici. Je lui dis, en fait c'est la vraie vie, ça veut dire Ouais, quoi? c'est étonnant, ouais. Elle dit, ben non, il y a des noirs, Ah oui. elle-même étant noire. Je dis, bah oui. Elle fait, bah oui, C'est pas une évidence, hein. mais il y a tellement d'entreprises Ouais. où on n'en voit pas. Dans les communications, dans votre communication, il y en avait, mais j'imaginais que c'était juste pour faire bien. Mais en fait, elle dit, c'est la vraie vie chez vous. Bah oui, en fait, c'était la vraie vie. Mais C'est un beau compliment. Ouais. mais c'est aussi une forte responsabilité. Oui, oui, oui. Est-ce que je fais croire que mon entreprise, c'est la vraie vie et la réalité, ou est-ce qu'elle l'est vraiment? Et je le montre aussi, parce que parfois, on peut donner une image faussement réelle, alors qu'on est plus vertueux, ou on est meilleur, en tout cas, ou plus représentatif. J'ai du mal à trouver les bons qualificatifs que la réalité. Donc, en fait, tout ça, c'est important par rapport à la position du handicap, qui est vraiment une situation qui me touche sans que j'ai d'histoire personnelle avec le handicap, mais dans toutes les injustices que j'essaye de ne jamais hiérarchiser, je trouve que la question de l'accessibilité, elle est vraiment insupportable parce qu'en France, on est extrêmement en retard. Mais je veille dans toutes mes communications à faire apparaître la question du handicap, parfois de façon très discrète ou subtile. Oui, Mais ce que tu as fait dernièrement sur LinkedIn, d'ailleurs, lors de ton retour. alors, j'ai fait effectivement récemment un post de retour du Japon pour rappeler que tout ce qui paraît impossible en France est possible au Japon. Donc, ce qui est possible dans un pays doit l'être dans un autre. Ou au Japon, où justement tout est accessible. Les équipements privés, les équipements publics, les transports, les bains publics, le métro, toutes les toilettes. Nous, on trouve toujours une opposition ou une autorité annexe qui fait que les bâtiments de France ou le Conseil général, la mairie, la région, il y aurait toujours quelqu'un qui viendrait vous empêcher de faire quelque chose. Dans d'autres pays, on y arrive. Donc, en fait, je me dis qu'on n'a pas la volonté politique de le faire. Pour revenir aux communications que je produis, j'essaye de toujours montrer cette diversité, ne serait-ce que pour habituer l'œil, d'abord pour permettre, peut-être que c'est d'abord pour habituer l'œil des valides au fait que la personne handicapée, elle fait partie de notre vie. Et ensuite, pour montrer aux personnes en situation de handicap, en tout cas visibles, il y a beaucoup de handicaps qui ne sont pas visibles, qu'elles font bien aussi partie de la même société et qu'on forme un tout. Mais ça, c'est une responsabilité terrible. Et il y a plein de gens, je suis certain qu'il y a beaucoup de communicants pour lesquels mon discours est totalement évident, mais en même temps, ils n'ont pas capté qu'ils avaient ce pouvoir et cette responsabilité d'intervenir sur cette régularité, de montrer des choses normales, mais justement, elles ne paraissent pas normales parce qu'on n'a pas cette habitude de les voir. Est-ce que tu as une notion, quand tu parles de l'accessibilité ou de l'inclusivité dans nos sociétés, c'est pas juste une image, c'est pas juste de la com. En fait, c'est juste un regard qui est différent. Tu portes un regard sur l'autre. C'est ce regard que je porte, que j'essaye de transposer dans l'image pour permettre aux autres d'avoir aussi ce regard et d'évoluer dans leur vision de la société. Non, pour moi, ça a son importance. C'est peut-être là le lien sens politique, parce que quelque part, on fait de la politique. Et moi, pour avoir travaillé dans le monde public et le monde politique, j'ai l'impression d'avoir, dans mes fonctions, j'avais les mêmes à l'époque, je n'avais pas des fonctions d'élu politique, toujours des fonctions de collaborateur et dans la communication, mais j'ai le sentiment d'avoir beaucoup plus de pouvoir et donc de responsabilité, parce que j'ai plus d'opportunités de faire passer des messages et de participer à la transformation des mentalités ou à l'évolution de la compréhension de la société. Peut-être aussi pour résumer notre échange, un conseil autour de l'engagement, de l'autorité et de l'humilité. Je pense qu'il faut être engagé, ça va bien au-delà de l'engagement politique, la communication, c'est des métiers de passion, on ne vient pas faire des horaires administratifs. Donc il faut avoir cette forte envie en soi, il faut être heureux le matin de se lever pour aller faire son boulot, même si toutes les journées ne sont pas drôles, toutes les journées ne sont pas merveilleuses, mais il faut quand même avoir cette envie. Moi, il n'y a rien de plus beau que mes collaborateurs qui sont heureux de rentrer de vacances, parce qu'ils sont très contents de partir en vacances. Quand ils sont heureux de revenir en vacances, je me dis, bah, ils sont animés par l'équipe, par leur mission et par l'engagement qu'ils portent. L'autorité, c'est la certitude
et l'affirmation de ses compétences qu'on ne doit pas laisser écraser par d'autres autorités au sein d'une organisation. Donc, porter cette autorité et, comme je l'ai dit, à tous les niveaux, qu'on ait une fonction de direction, que l'on soit stagiaire. Donc, chacun doit être à sa place, doit respecter les missions, les fonctions des autres. Moi, je suis très partisan, ça paraît tellement débile de dire ça, mais des échanges, des interactions. Moi, dans mes réunions, dans une réunion de service, tout le monde a le même droit à la parole, le même droit de s'exprimer. C'est pas du discours, ça doit être de la réalité. Tout le monde sait aussi qu'à la fin, si je suis le patron, que ma responsabilité, c'est de décider. Et donc, je ne vais pas forcément, je peux pas, s'il y a 5 avis contenter différents, tout le monde, quoi. je ne vais pas forcément contenter tout le monde. En revanche, j'aurais permis à tout le monde de s'exprimer, justement de faire preuve de son autorité professionnelle dans son domaine, de m'alimenter, de me nourrir du maximum d'informations pour me permettre de prendre ce qui sera, j'espère, la meilleure décision. Donc, ça, c'est la partie autorité. Et la troisième, c'est l'humilité. Je pense que sans justement vouloir être faussement humble, ne jamais croire qu'on est arrivé, ne jamais croire que l'on sait tout. Donc toujours rester à l'écoute, toujours se remettre en question. Et on parlait du Japon, il y a un proverbe japonais que j'affectionne tout particulièrement, c'est on commence à vieillir quand on a fini d'apprendre. Je pense que voilà, il faut avoir envie d'apprendre, donc d'apprendre des situations et surtout aussi d'apprendre des autres. On a tellement à apprendre des autres tous les jours que voilà, il faut pas rester enfermé dans ce que l'on croit savoir ou ce que l'on croit avoir acquis. Donc tu nous invites à être curieux et à sortir de notre propre enfermement ou propre certitude finalement, et se remettre en question. D'être à la fois ferme sur certaines positions et sur les fondamentaux. Sur les fondamentaux, tu as raison, et aussi sur la pratique et l'expérience. L'expérience qui est la mienne, les pratiques qui ont été la mienne, les autres qui ne les ont pas ne peuvent pas me les remettre en cause, et en même temps être à l'écoute et être en observation et en écoute des autres, et ne pas avoir peur de se rechallenger régulièrement, sans remettre en cause l'expérience et l'expertise. Beaucoup d'admiration pour Stéphane Chéry, qui vient de la SNCF, mais qui est maintenant le DIRCOM d'Orano. Fait partie de ces gens qui ont signé des campagnes publicitaires. J'aurais tellement aimé que ce soit mon travail. Voilà, je suis en telle connexion et admiration avec son travail. Je ne le connais pas. Je ne connais pas du tout. Il nous est déjà arrivé d'échanger sur le réseau, mais on ne s'est jamais rencontré. Je ne connais pas. Donc vraiment, c'est gratuit et libre comme suggestion. Et alors, une personne que j'ai déjà eu la chance de rencontrer, donc je connais un peu, c'est Mario Dubanchel, à DIRCOM du groupe La Poste, qui est, je trouve, aussi une super DIRCOM, engagée, fait partie de ces professionnels solides, rassurantes, voilà, une grande DIRCOM. Voilà, c'est un conseil si tu as des DIRCOM à inviter. Très bien, merci Frédéric. Un mot finalement qu'on n'a pas prononcé pendant toute cette interview, c'est le terme de confiance. Et donc je voudrais moi te remercier vraiment amicalement et sincèrement pour ta confiance depuis ces de nombreuses années, au travers du Culture RP notamment, mais aussi pour cette interview. Et puis plein de bonnes choses, plein d'ondes positives pour continuer en fait cet accompagnement métier. Mais c'est surtout accompagner en fait les êtres humains qui pointent en fait, qui vont proposer des nouvelles orientations, des nouvelles idées, des nouvelles créations pour changer ce monde, car il a besoin, à mon avis, d'être plus doux, d'être plus coloré, d'être plus inclusif. Je pense qu'on va y arriver quand même, non? Si ce n'est pour le changer, au moins pour l'accompagner. Merci Frédéric. Merci. Merci à toi.